Bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la guerre entre Israël et Gaza. La cause immédiate de cette guerre était l'attaque contre Israël du 7 octobre 2023 lancée par la Hamas à partir de Gaza. Au cours de cette incursion, les militants du Hamas ont commis de nombreuses atrocités. Quelques 1400 personnes ont été tuées, dont une majorité de civils, des hommes, des femmes et des enfants. De nombreuses femmes, et même de jeunes filles, ont été violées et mutilées avant d'être achevées. Mais la réponse israélienne à cette attaque a été largement plus dévastatrice et meurtrière que ce qui s'est passé le 7 octobre. Officiellement, la réaction israélienne visait les militants et les infrastructures du Hamas. Mais en réalité, elle inflige une punition collective et massive à toute la population de Gaza. Gaza a été réduit à un champ de ruines avec le déplacement de plus d'1 million de personnes dans des conditions absolument inhumaines. À l'heure où je parle, quelques 14 000 personnes ont été tuées à Gaza dans les bombardements israéliens. La mort et la dévastation des deux côtés, et tout particulièrement avec le bombardement massif de Gaza, suscite une énorme émotion à l'échelle internationale. Cependant, si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe, il faut qu'on arrive à dépasser le cadre purement émotionnel et situer les événements dans leur contexte politique et historique. Parce que si la cause immédiate de cette guerre réside dans l'attaque du 7 octobre, c'est un conflit qui s'inscrit dans le contexte de 75 ans d'oppression colonialiste de la part de l'État d'Israël. La Cisjordanie, sous occupation israélienne, est organisée d'une manière qui rappelle les Bantoustans qui existaient sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Le territoire est divisé en une mosaïque d'enclaves séparées les unes des autres par des checkpoints militaires. Depuis janvier 2001, selon l'ONU, plus de 400 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie. À Gaza, depuis 2007, le nombre de morts est de 4000 personnes, avec la destruction de non moins de 250 000 habitations sous des bombardements répétés de l'État d'Israël. À Gaza, la Hamas a pris le pouvoir en 2006-2007. Après avoir remporté les élections de 2006, il a lancé une guerre civile pour éliminer toute forme d'opposition. Il visait particulièrement les soutiens de l'autorité palestinienne, qui a été discréditée par le clientélisme, la corruption et surtout par la collaboration étroite qui existe entre l'autorité palestinienne et les services secrets et l'armée israélienne. Depuis, le Hamas a mis en place un régime de terreur pour éradiquer toute forme d'opposition. C'est une dictature intégriste dont l'idéologie est assez proche des talibans en Afghanistan ou alors de Daesh. Or, si personne ne peut dire exactement comment va se dérouler l'invasion de Gaza de la part d'Israël ou que seront ses conséquences immédiates, une chose est certaine. Le Hamas ne peut jamais espérer vaincre une superpuissance régionale telle qu'Israël. Mais s'il n'y a pas de solution militaire possible du point de vue du Hamas, pour Israël aussi, la situation est loin d'être facile. Du côté d'Israël, l'objectif déclaré de Netanyahou est l'éradication, la destruction totale du Hamas et l'élimination de la menace terroriste, pour reprendre ces termes, en général. Mais combien de temps ça prendra et dans quelle mesure cet objectif est vraiment réalisable dans les faits restent des questions ouvertes. Même à supposer que tôt ou tard, le Hamas sera largement ou même complètement détruit au cours de l'invasion actuelle, que se passera-t-il après? Selon les déclarations de différents représentants du gouvernement israélien, il s'agira, après la guerre, d'imposer un blocus total de Gaza
empêchant les importations d'électricité, de carburant, de médicaments et d'autres biens de première nécessité. Et quand on voit l'ampleur de la destruction à Gaza, l'imposition d'un blocus de ce genre après la guerre s'apparente à une politique de génocide. Et puis, il y a la question de qui va gouverner Gaza, ou ce qu'il en reste, après la guerre. Pour l'instant, le gouvernement israélien semble exclure une occupation militaire directe de Gaza, mais dans ce cas, qui va administrer le territoire? Quoi qu'il en soit, l'administration mise en place à Gaza après la guerre va devoir non seulement s'occuper de la reconstruction du territoire, mais il devra aussi s'occuper des questions de sécurité interne pour le compte d'Israël. Par ailleurs, l'idée de Netanyahou selon laquelle cette guerre permettra d'en finir avec ce qu'il appelle le terrorisme et toute forme de révolte contre la domination israélienne est tout à fait illusoire. Au contraire, compte tenu des souffrances inimaginables infligées à la population de Gaza, pour chaque combattant du Hamas que les forces armées israéliennes parviennent à éliminer, la situation générale et les conséquences de cette guerre vont en recruter 5 ou 10 à sa place. Cette guerre et ses conséquences pour le peuple palestinien a eu un impact colossal sur la conscience politique des travailleurs, de la jeunesse, des peuples du monde arabe tout entier. Ce qui se passe actuellement est vécu comme une deuxième Nakba, c'est-à-dire le déplacement forcé et la dépossession massive des Palestiniens en 1948. Contrairement à ce que prétendent les autorités israéliennes, cette guerre ne va pas assurer la sécurité d'Israël à l'avenir. Au contraire, elle déstabilisera davantage toute la région. Ni du point de vue du Hamas, ni du point de vue d'Israël, il n'y aura pas de solution militaire à cette situation. Le peuple palestinien devrait avoir le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de vivre dans une société libre et démocratique, sans subir l'oppression de l'impérialisme israélien et sans subir non plus la tyrannie intégriste de forces politiques telles que le Hamas. Il y a aussi la question des régimes réactionnaires dans tous les pays arabes aux alentours. Compte tenu de la complexité de la situation au Moyen-Orient, l'avènement d'un État palestinien viable, indépendant et démocratique ne deviendra une possibilité que dans le cadre d'un large mouvement international autour d'un programme de réforme sociale et politique unissant les travailleurs et les jeunes de la région dans une lutte commune contre le système capitaliste. L'émergence d'un mouvement international pour l'abolition du capitalisme peut sembler être une perspective lointaine au milieu de la destruction et de la mort de la guerre actuelle. Cependant, le nationalisme, qu'il soit palestinien ou israélien, sont une impasse pour les peuples de la région. Seul le socialisme et l'internationalisme offrent une solution possible à la guerre et à l'oppression au Moyen-Orient.